orchestre qui a tout refait la musique avec donc l'orchestre qui joue, et puis on voit le film qui défile en même temps. Donc, parce que ça doit être synchro avec l'image. Mais Chaplin aussi faisait ça. Alors on y va, je vous raconte tout. Donc ce que je voulais faire, c'est redonner envie de voir Buster Keaton plutôt que Charlie Chaplin. Mais bon, les deux sont des grands artistes, mais je pense que Buster Keaton a un peu vécu dans l'ombre de Chaplin, à la fin surtout. Parce que Chaplin était un businessman redoutable, donc il savait se vendre et ses films ont eu du succès. Et surtout, donc, il produisait ses films, tout ça. Donc déjà en 1917, il était l'acteur le mieux payé à Hollywood. Tandis que Buster Keaton, il commençait avec $40 par semaine, je crois. C'est exactement la même époque. Exactement la même époque, oui. Donc voilà. Buster Keaton est né le 4 octobre 1895 et il est décédé le 1er février 1966. Donc il était dans un piteux état parce qu'il buvait énormément. Donc il était très alcoolique parce que justement il n'arrivait plus à travailler comme il voulait. Et puis aussi, contrairement à Chaplin, mais Chaplin aussi a eu des problèmes avec ça. C'est-à-dire il y a eu le cinéma muet a périclité, a perdu de son importance, le cinéma parlant commençait. Donc, Charlie Chaplin a fait une caricature du cinéma parlant dans Le Dictateur, quand il fait son discours. Donc tout le film est muet, sauf le discours du dictateur. Mais Buster Keaton, lui, il n'a pas supporté, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivait c'est-à-dire qu'il travaille d'une manière très intuitive, Buster Keaton. Il avait donc la grande partie des gags, tout ça, était inventé sur le moment. Il y avait donc, mais après, ils l'ont obligé à avoir des scénarios, à avoir des gens qui le conseillaient pour ce qu'il devait faire et pas faire, etc. Donc il n'arrivait plus à travailler, ça l'angoissait terriblement. Donc ce qui est intéressant, c'est de connaître peut-être. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que le cinéma muet, c'est un art en soi. Donc c'est quelque chose de très particulier. Donc aussi comme le mime, en fait, où quand on enlève la parole, on est obligé de développer des moyens d'expression différents et de les accentuer, de les agrandir, comme par exemple la pantomime, mais pas la pantomime pure, ce qu'on appelle les mimiques, les attitudes, et ça va jusqu'à l'acrobatie. Donc aussi bien Charlie Chaplin que Buster Keaton avaient des formations ou des déformations d'acrobates, vraiment à outrance. Donc Charlie Chaplin a fini dans une chaise roulante parce que ça demande quand même un entraînement perpétuel et dès qu'on ne s'entraîne plus, dès qu'on n'a plus la souplesse, après on a des problèmes de dos et tout. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu ce que Buster Keaton appelle la mécanique du rire. J'ai intitulé la conférence « La mécanique du rire » en reprenant le titre de son autobiographie. Voilà. Donc il explique, je veux dire, à la fin de sa vie aussi, il était souvent conseillé pour les... Alors par exemple, il y a tout un chapitre sur comment utiliser les tartes à la crème. Donc, mais ça va de la recette pâtissière, donc la consistance de la crème, suivant la distance et l'angle qu'il faut pour que ça arrive vraiment dans la figure. Et souvent, parce que voilà, souvent avec Buster Keaton, quand il faisait ses cascades aussi, enfin il y en a 2 ou 3 que je vais vous expliquer, on pouvait tourner qu'une seule prise. Donc il fallait que ça soit la bonne. Donc voilà. Donc la mécanique du rire, donc le comique de qualité, il doit être maître du rire qu'il produit. Donc il doit savoir jouer, ce qui est très important, c'est l'espace. Donc il doit savoir jouer avec l'espace, les effets qu'il produit dans cet espace. Donc ça, c'est très important.
de voir la position de la caméra aussi, donc par rapport à cet espace. Parce que donc l'effet comique peut venir, il vient vers la caméra, suivant où est placée la caméra. Enfin, vous allez comprendre dans le film. Voilà. Donc tout doit être très très précis dans le travail du burlesque. Donc les comiques, même les plus mineurs, ont toujours été d'une certaine façon leur propre metteur en scène. Même Louis, par exemple, bon, mineur, peut-être ça veut rien dire, ils n'avaient pas des lampes frontales, non, enfin... mais Louis de Funès, par exemple, il gesticulait tellement que, en fait, le caméraman ne pouvait pas lui indiquer tu fais ci, après tu descends là. C'est lui qui dirigeait les opérations et la caméra devait suivre, quoi. Alors, ce qui a l'avantage avec Chaplin et Buster Keaton, c'est qu'eux-mêmes réalisaient leurs films. Donc, ils plaçaient la caméra, puis après, ils regardaient le plan et ils se mettaient dans l'espace. Voilà. Donc le bon comique est d'abord un individu avant d'être un acteur. Donc c'est un peu comme les clowns. Dans le cinéma, ça se traduit par un rapport à l'espace, au monde. Quelqu'un comme Keaton est directement lié au monde. En plus, il a dédoublé l'écran. Enfin, dans ses films, il y a toujours deux films. Il y a le monde réel, vous allez voir, par exemple, ce qu'il a fait là avec la guerre de sécession, c'est incroyable. C'est des reconstitutions fidèles, les uniformes, les décors. Et il paraît que c'est encore mieux que Autant n'emporte le vent ou des films grandioses de l'époque. Donc le rapport à l'espace, au monde. Donc le monde réel et le monde de Keaton. Et quand les deux mondes se croisent, ou se rencontrent, ou se coupent, ça détonne, ça étonne, et c'est là que réside souvent le gag, parce que c'est des personnages qui ne sont pas conformes au monde dans lequel ils vivent. Donc un comique est un tragique qui fait rire. Ça, j'ai repris d'un livre magnifique qui s'appelle Éclat de rire, de Olivier Mongin, qui fait une étude sur le burlesque, mais depuis le cinéma muet, Buster Keaton, Harold Lloyd, Chaplin, jusqu'à Tati et même, comment il s'appelle, ceux d'aujourd'hui, Gad Elmaleh, enfin tous les gens, mais vraiment dans une continuité, puis le travail sur le gag. Alors, il dit qu'un comique est un tragique qui fait rire. Donc, quand on voit Buster Keaton, Buster Keaton, on l'appelait l'homme qui ne riait jamais. Donc, on peut comprendre ça. C'est-à-dire qu'il avait toujours ce poker face ou ce visage qui ne riait jamais. Des spectateurs m'avaient révélé une chose que j'ignorais. Quelques lettres d'admirateurs adressées à Roscoe, c'était son producteur, demandaient pourquoi le petit homme ne riait jamais dans ses films. Nous n'en avions pas conscience. Et après avoir visionné les 3 films que nous avions tournés ensemble à l'époque, le fait nous a paru. Plus tard, pour m'amuser, j'essayais de sourire à la fin d'un film. Les spectateurs de la preview, c'est un visionnement du film avant la première, avant que ça passe au cinéma. Les spectateurs de la preview huèrent la scène. J'avais compris et ne tentais plus jamais de rire ou sourire à l'écran, sur scène ou à la télé. Donc, c'est tout simple. Pourquoi ils riaient pas ? Enfin, souvent chez les clowns, c'est les spectateurs qui aussi créent le personnage. Voilà. Vous allez voir le pouvoir. Bon, je reviens à cette idée que le cinéma muet, comme par exemple un aveugle, il amplifie d'autres sentiments que la vue, le toucher. Alors le pouvoir expressif des acteurs muets est immense. Donc déjà, par leur présence singulière souvent, donc dès qu'ils apparaissent à l'écran, on est rassuré. Parce qu'on sait déjà qu'ils vont faire des bêtises et nous faire rire de leur maladresse. Donc ils sont proches de nous, mais aussi en même temps il faut des choses que nous on n'oserait jamais faire. C'est un peu comme les clowns.
Donc ils frôlent toujours la catastrophe, mais ils s'en sortent à la fin. Alors, on va donc essayer de déterminer qu'est-ce qui les caractérise ou les différencie. Donc prenons l'exemple justement de Chaplin et de Buster Keaton. Donc les deux sont issus du music-hall. Ça, c'est des choses qui les caractérisent. Donc des similitudes. Les deux viennent du music-hall. Donc c'était du théâtre où étaient mêlés cabaret, cirque, numéros de jongleurs ou justement de comiques. Donc Buster Keaton, dès qu'il était assez petit, il a été enrôlé par son père et sa mère pour faire un trio. Et après, il y a eu sa sœur, donc il y avait un quatuor, et ensuite, je crois qu'ils étaient 5 sur scène. Donc c'était la famille Keaton qui était très célèbre, qui faisait les tournées dans les music-halls. Charlie Chaplin aussi a commencé au music-hall, donc il a eu la chance de faire partie d'une troupe très très célèbre qui s'appelait la troupe Carnot. Donc les deux ont débuté sur les scènes de théâtre, enfin les scènes de music-hall, donc ils écumaient les scènes du monde entier. Donc Charlie Chaplin a commencé en Angleterre, ensuite il a émigré aux États-Unis et il a fait partie des grandes troupes comme ça. Et en plus, donc ils ont appris le métier sur le tas. Ils n'ont pas fait une école de comique burlesque, ni l'un ni l'autre. Ils ont appris donc en pratiquant. Il y a juste une chose qui est intéressante. Buster Keaton est un cascadeur fantastique. Il a même réglé des cascades dans des films pour d'autres acteurs, même quand il était âgé, etc. Et même, il disait que cascadeur, c'était un métier. Parce que lui, il a commencé très jeune. Donc à 6 mois, il a dégringolé l'escalier. Et le grand magicien Houdini, qui était là, ce soir-là, il l'a ramassé, il l'a pris, il était en pleurs dans ses bras, et il lui a dit « Sacré Buster ». C'est comme ça qu'il a eu le surnom de Buster Keaton. Alors, très vite, il est devenu acrobate. Donc souvent, il faisait des cascades ou on le lançait sur scène. Quand il était petit enfant, il y avait des poursuites et il se faisait souvent mal. Petit à petit, il a appris à mettre des protections, du rembourrage, etc. Voilà. Alors, les deux produisent et mettent en scène et jouent leurs propres films. Simplement, Charlie Chaplin, il avait plus le sens du commerce. C'est-à-dire, en 1917, Chaplin gagnait déjà 75 000 $ par année, ce qui était énorme. C'était l'acteur le mieux payé à Hollywood à l'époque. Buster Keaton, au même moment, il gagnait 40 $ la semaine, quoi, quand il était employé. Voilà. Parce qu'en fait, après la guerre, il y a eu un énorme succès avec le cinéma de divertissement, le cinéma comique, le cinéma burlesque. Parce que les gens avaient besoin de remonter le moral, etc. Donc ils ont eu la chance, les deux, d'avoir beaucoup de succès dès le départ. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça peut peut-être les différencier parce que donc, dès le début des deux carrières, des similitudes troublantes apparaissent. Elles n'ont jamais été tirées au clair au bénéfice de l'un ou de l'autre. Elles sont restées ouvertes à la spéculation. Alors, 2 exemples. Le premier vient en 1918 d'un gag célèbre dans le film d'Arbuckle. Fatty Arbuckle, c'était le grand acteur comique du burlesque à l'époque. C'était un type énorme. Alors on le voit dans tous les films. Donc c'était le personnage principal. C'est intéressant. Alors Buster Keaton travaillait avec Arbuckle. Et petit à petit, Arbuckle s'est rendu compte du génie de Keaton et il lui a donné des rôles plus importants que lui. Donc c'est quelqu'un qui est très gentil, enfin très, très ouvert, etc. Et quelqu'un, enfin un gros monsieur, un bonhomme, sympa et tout. Alors, donc dans l'histoire, Buster Keaton était déjà soit son partenaire ou il était la source régulière, c'est-à-dire que c'est lui qui inventait un gag sur 2 dans les films. Alors il y en a un donc dans le film The Cook, le cuisinier que jouait Arbuckle, imaginez le gros bonhomme, cuisinier, et à un moment donné, il pique 2 fourchettes sur des petits pains et leur fait accomplir une danse devenue fameuse 7 ans avant
que Chaplin en fasse le morceau de bravoure du film La rue est vers l'homme. Donc voilà, on ne sait pas si Chaplin a piqué le truc. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce monde du burlesque, c'est que peut-être les gags, ils appartenaient à tout le monde. C'était pas moi. Alors justement, la deuxième histoire, elle est très intéressante. Donc il s'en est fallu de peu pour que le garçon Jackie Coogan, qui joue le Kid dans le film de Chaplin, donc c'était Arbuckle qui avait imaginé un film avec lui, énorme bonhomme, et puis le petit garçon tout petit. Donc ce film devait se faire. Et Charlie Chaplin, quand il a appris ça, il était jaloux, mais vraiment, et il s'est dit, mais ils vont avoir un succès fou, etc. Puis lui, il avait déjà l'idée du Kid dans la tête, donc il a intrigué pour que ce garçon joue avec lui, et même il a engagé son père pour qu'il y ait une bonne ambiance, etc. Donc il s'en est fallu peu que Jackie Coogan, le Kid, joue dans un film aux côtés de Buster Keaton. Voilà. Donc Charlot, il croit que l'on peut s'en sortir, il croit que le monde peut changer et n'est pas condamné à la répétition des malheurs. Charlot fait preuve, quel que soit le piteux état dans lequel il se trouve, d'une volonté salvatrice et d'un comportement héroïque. Donc Chaplin était un émigrant, donc, et il représente la figure du héros qui prend le parti des victimes, puisqu'il en est lui-même une de victime, et il pense que la victime peut se métamorphoser en héros. Keaton, lui, n'est pas un émigrant, il ne se prend jamais pour un héros. Confronté à un monde compact, il veut échapper à la masse. Ça, c'est une des constantes chez Keaton. Donc il n'est pas sûr de réussir, et l'art du gag peut se retourner contre lui. C'est-à-dire, il y a des scènes célèbres chez Keaton où il est poursuivi, non pas chez Chaplin, par exemple, il est poursuivi par un policier, mais souvent chez Keaton, il engage des figurants et il est poursuivi par une centaine de policiers dans les rues de New York, quoi. Charlot est une victime active, donc, qui veut déboulonner les statues du pouvoir. Il y a une très belle phrase qui explique bien le burlesque. L'artiste du burlesque, celui qui casse tout, fait rire de tout et de n'importe quoi, est devenu un clown dont le destin est de prendre en charge l'humanité, de renoncer à son propre bonheur pour favoriser celui des autres. Donc, mais un homme bon n'est jamais sûr de l'être et de parvenir à ses fins. Donc pour cela, il doit faire tomber les têtes du pouvoir. Ouais, on va donc juste donner 2-3 indications sur le film Le Mécano de la Générale. Donc le mécano, ce sera le personnage que joue Buster Keaton, c'est le conducteur donc, et la Générale, c'est le nom de la locomotive. Alors, il fait un truc, vous allez voir, tout est magnifique chez lui, c'est subtil, c'est-à-dire au lieu de faire un générique complet, on voit le mécano et il y a un travelling qui se déplace sur la locomotive et on voit le nom de la locomotive, la Générale. Voilà. Donc, pour dire le mécano c'est lui, la Générale c'est elle. Donc Buster Keaton affirmait que c'était son film préféré. Le film donc s'inspire fidèlement d'une histoire vraie. Le point de départ, c'est une histoire vraie. C'est un épisode de la guerre de sécession qui fut raconté dans un livre en 1863. Et donc l'histoire vraie, c'est quelqu'un qui détourne un train avec ses passagers et il y a quelqu'un qui s'en aperçoit qui va le poursuivre avec une autre locomotive. Enfin, je ne vais pas trop vous dire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le film est une anthologie de gags ferroviaires. Donc, Buster Keaton, il dit si vous me donnez une locomotive et des choses comme ça pour jouer avec, en général, je trouverai toujours une façon pour faire rire. À la fin de la première séquence, vous allez voir, on voit Keaton, le personnage, qui s'est assis, donc il y a un côté rêveur, lunaire, Pierrot lunaire, il s'est assis sur ça s'appelle comment, la bielle de la locomotive. C'est une grande barre qui tourne en même temps que les grandes roues de la locomotive. Alors il est assis là, et puis la locomotive va se mettre en marche.
Donc il ne bouge pas, mais il fait un mouvement, des arabesques avec sans expression justement. Et donc rien que ça, par exemple, ça montre tout l'art de Keaton, parce que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire le moindre faux mouvement ou le moindre truc, il peut mourir, il peut tomber, etc. Donc c'est ça qui est incroyable avec lui. Donc c'est tout Keaton de risquer sa vie pour un éclat de rire. Donc on mesure là le total dévouement à la comédie, et c'est un dévouement qui fait de lui un grand réalisateur à tout point de vue. Donc dans ce film, là, vous allez voir, le Mécano de la Générale, il est vraiment à l'apogée de son art. C'est-à-dire les gags sont précis, il a fait des prouesses techniques. Déjà, c'est un film qui a coûté très 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 cher et qui était un flop à l'époque parce que les gens n'ont pas compris. Donc, par exemple, il voulait tourner avec la vraie locomotive qui est dans un musée aux États-Unis. Ils n'ont pas accepté. Donc, il a fait construire ou maquiller 3 ou 4 locomotives qui ressemblent à la locomotive de l'époque. Et par exemple, il y a des choses magnifiques. Aujourd'hui encore, les grands réalisateurs sont époustouflés des travelling qu'il a fait. Parce que souvent, il y avait un train, la caméra était sur un autre train, sur un rail parallèle qui suivait le train, enfin la locomotive vedette. Donc ce qui est important aussi, c'est que lui, dans sa vision du cinéma, il voulait que tout soit vrai. Par exemple, il y a une séquence aussi, n'importe quel réalisateur aurait utilisé une maquette. Donc à un moment donné, il y a une locomotive, il y a un général qui dit « allez-y quand même si le pont brûle, traversez, parce qu'ils doivent atteindre les lignes ennemies qui sont de l'autre côté de la rivière. » Le pont brûle, donc la locomotive s'avance et tout s'écroule, bien sûr. Donc ça aussi, c'est un plan qui a pu être tourné qu'une seule fois. Et il paraît qu'aujourd'hui, la locomotive, elle est encore au fond de l'eau, un souvenir de l'époque. Donc Keaton était le plus réaliste des cinéastes burlesques. Donc vous allez voir, la guerre de sécession est relatée avec une véracité étonnante, sans justement sentiment chaplinesque. Il n'y a pas les méchants et les pas méchants. Il y a justement c'est Orson Welles qui était en totale admiration devant son film qui dit ça. Il dit que c'était mieux que... Il y a encore tout ça. Donc il n'y avait pas justement ce sentimentalisme chaplinesque ou le côté mélo de Autant n'emporte le vent. Donc c'était plus crédible. Alors donc on demandait à Buster Keaton pourquoi, et il répondait donc que les autres films se réfèrent à un livre ou à un roman, tandis que moi je me réfère à l'histoire telle qu'elle était. Alors donc aussi c'était le plus réaliste des acteurs comiques. Donc il observait la psychologie de ses personnages avec le réalisme méticuleux d'un grand romancier. Alors il insistait toujours pour que ces gags, bien qu'hilarants, doivent rester dans le domaine du possible. Il insistait aussi sur le réalisme de la réalisation, que tout soit vrai. Donc je vous ai parlé de la fameuse scène où la locomotive tombe. Et donc bien sûr le film a été tourné totalement en décor naturel, en Oregon. Voilà, donc à la sortie, le film n'a pas eu de succès, c'est un flop financier, parce que les critiques étaient mauvaises, ils ne comprenaient pas qu'on puisse faire un film où on voit des soldats tués, un film comique avec en toile de fond la guerre, etc. Aujourd'hui, bien sûr, peu de gens ils refusent d'admettre que le Mécano de la Générale, c'est un des plus grands films du XXe siècle. Il en est peut-être même l'une des œuvres d'art les plus marquantes. Voilà. Je vous laisse. Je voulais vous parler de Elmer, mais je vous en parlerai peut-être au café après. Elmer, c'est le chien de Buster Keaton. Non, je vous raconte juste l'anecdote parce que ça montre comment... en fait, Buster Keaton était très très malheureux quand il travaillait à la MGM, Metro Goldwyn Mayer, avec le lion, vous savez.
Donc, il raconte dans ses mémoires que, je le raconte parce que si je le lis, ça va être trop long. Il raconte que, en fait, il avait un bungalow, comme toutes les grandes vedettes, qui était sa loge ou l'endroit où il était, où il travaillait, où il se reposait. Et en fait, il était très malheureux à la MJM. Le seul qui était heureux, c'était Elmer. Alors, Elmer, c'est un Saint-Bernard énorme, de 75 kilos, donc de descendance aristocratique. Donc, Elmer était très heureux parce qu'il pouvait dormir toute la journée au soleil devant son bungalow. Mais, parfois, il levait la tête, parce qu'il y avait Greta Garbo qui passait. Et Greta Garbo, donc tous les jours, passait devant le bungalow depuis sa loge pour aller sur le plateau de tournage. Et Elmer, petit à petit, d'abord il levait la tête, après il s'est levé et il l'a accompagné. Mais tous les jours, quand Greta Garbo passait, il l'accompagnait sur le plateau et il l'accompagnait à son retour dans les loges. Mais donc les chiens, les Saint-Bernard sont un peu particuliers parce que en fait, ils n'aiment pas trop qu'on les caresse, vu leur standing aristocratique. Donc on peut les cajoler un petit moment, mais pas trop longtemps, parce qu'autrement ils s'en vont. Alors Buster Keaton, il dit cette phrase magnifique. Donc Elmer était son garde du corps, il l'accompagnait de sa loge au plateau de tournage et retour, mais en fait, tout ceci ne demeurait qu'une relation de travail. C'était quand même une des plus belles femmes au monde aussi. Voilà. Bon, on passe au film. Des questions.